Bonjour entrepreneur, aujourd'hui je te propose un petit voyage en Inde. Tu sais, un de mes thèmes favoris, c'est la spontanéité. Être spontané quand on travaille à travers les relations avec ses clients, lorsqu'on prend des décisions. Et évidemment, la spontanéité, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme un muscle, hein, c'est une aptitude à rebondir sur les événements pour faire en sorte qu'ils te soient utiles et vraiment constructifs dans ton avenir immédiat ou long terme. Et justement, la spontanéité permet d'improviser, permet de rebondir facilement sur les difficultés auxquelles tu fais face, que ce soit par rapport à tes clients, par rapport à un fournisseur, par rapport à des locaux, à du matériel, etc. Et puis, bien sûr, faire face aux difficultés que son propre corps, que sa propre psychologie nous impose. Et justement, tu vois, un des trucs qui m'a été super utile, et une des choses pour lesquelles je ne regrette absolument pas d'être allé en Inde et en Thaïlande, c'est que grâce à mon voyage de 3 ans en Inde et plus exactement en Asie, j'ai pu complètement revisiter mon rapport au temps, mon rapport aux humains et mon rapport à l'argent. Et justement aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Je vais te partager une partie de mon quotidien que je vis en Inde. Et justement, on ira sur mon écran, je vais te montrer des photos de mon quotidien. Alors là, bien sûr, j'enregistre depuis Aix, je ne suis pas encore en Inde, ça ne saurait tarder à mon avis. Donc voilà, bienvenue à ton entrepreneur dans cette émission, Parlons Business, cette émission qui est publiée tous les jours et qui a pour seul objectif de t'aider à accélérer ton entreprise. Tu sais que ma mission de vie, ma mission à moi qui me porte à cœur, c'est de t'aider gratuitement à travers cette émission. Donc si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais que j'approfondisse, des sujets que tu aimerais que je traite lors des prochains épisodes, n'hésite pas à les mettre en dessous, et sinon si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, à me directement poser ça sur biz200.fr, biz200.fr /question. Alors, comme je te disais en introduction, justement, l'Inde a complètement en fait transformé mon rapport au temps. Déjà parce que en Inde, quand tu invites des amis à manger le soir chez toi par exemple, ou quand tu vas chez des amis parce que tu es invité, on te donne pas d'horaire. C'est à toi de comprendre à quel horaire tu dois aller chez eux. Quand on t'invite pour un mariage, etc., on va te donner tu vas recevoir un faire-part par exemple, mais c'est à toi de connaître le protocole pour savoir quand est-ce que tu dois y aller, comment tu dois y être habillé typiquement, quelle va être la cérémonie auquel on t'attend et quelle cérémonie tu ne dois pas assister typiquement. Alors moi j'avais la chance justement d'être accompagné par mon partenaire d'affaires qui s'appelle Bhaskar, et qui m'accompagne toujours d'ailleurs, et du coup c'est vrai que typiquement il y a plein de choses, plein de rapports, la construction à la vie sociale est complètement différente. Bon, je pense que t'en doutes, si t'as un peu voyagé dans ta vie, si t'es allé en Thaïlande typiquement, tu t'en rends compte, bien que l'Inde soit complètement radicalement différente de l'Inde. L'Inde à Thaïlande, c'est pas très loin, il y a juste 2 kilomètres qui les séparent, mais en avion, Calcutta, Bangkok, exactement. Mais c'est pas du tout la même philosophie. La racine commune entre la Thaïlande et l'Inde, ça va être cette raciste, n'importe quoi. Lié à Bouddha, les Thaïlandais sont bouddhistes alors que les Indiens sont hindouistes. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même conception. Et justement, je vais pas trop te faire lambiner, on va tout de suite aller sur mon écran. Normalement ça se passe comme ça, voilà. Hop. Voilà, là on est sur mon écran. Normalement, je vérifie quand même parce que non, tu vois, on était pas et télé écran. Voilà. Donc là, voilà, ça tu vois, c'est le pont. Mais moi j'habite là, donc là je prends la photo, je suis dans mon dos et là je suis en direction donc du centre-ville. Et cette photo en fait illustre assez bien comment la vie se passe. Typiquement, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent à pied. En Inde, on marche beaucoup. Alors évidemment, si t'es riche, tu as une voiture. Si t'es moins riche, tu auras la chance d'avoir comme ça, donc un type qui pédale, qui transporte pour toi de la marchandise. Alors moi, c'est vrai qu'en tant qu'Européen, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup de mal parce que ça ressemble beaucoup à de l'esclavagisme. Mais bon, ça c'est une autre question. Et tu vois, les maisons, voilà, typiquement, ça c'est une maison, c'est un quartier résidentiel de gens plutôt pas riches, mais on est au début de la classe de la classe moyenne. Et justement là, on le voit, la mer qui passe sous le pont, qui est dégueulasse, les cochons tombent dedans. Moi, ça donne pas trop envie de manger tout ça.
Et j'aimerais passer la photo suivante. Voilà. Typiquement, voilà, la tenue rue, c'est typique d'un bazar, ce qui s'appelle un bazar. Donc c'est des marchands, etc., qui sont au bord de la route. Et typiquement, voilà, ça donne encore une autre dimension de l'Inde. Donc une circulation toujours assez dense, pas toujours très organisée. Et justement, c'est une des choses sur lesquelles tu dois forcément travailler quand tu arrives en Inde, c'est la désorganisation. En tant qu'Européens, on perd complètement nos codes de fonctionnement. Il est très désorganisé. En réalité, c'est très structuré. Il y a beaucoup de micro-structures qui font que le pays tient, en fait. Alors évidemment, c'est pas toujours facile. Il y a des choses qui sont pas très toujours au point et tout, mais en venant de l'extérieur, c'est, je pense, de bien comprendre toute cette structure. Moi, j'ai vraiment commencé à comprendre l'Inde au bout d'1 an à peu près. De résidence. Moi, j'ai un appart en Inde, exactement à Ranchi. La ville que je te montre, c'est à Ranchi, d'ailleurs. Hein, c'est au-dessus de Calcutta, au nord-est. Tu vas regarder sur une carte, Ranchi, R-A-N-C-H-I. Et les câbles électriques, comment c'est organisé, les papiers, les déchets, la circulation. Bref, c'est très très spécial, vraiment très spécial. Et quand tu es face à tout ça, tu comprends rien. Moi, d'ailleurs, les premières heures en Inde, c'est une chose comme 10 heures de voyage dans le dos. Vraiment, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'étais venu faire en Inde. Vraiment, j'avais le sentiment très profond que jamais je ne réussirais à m'adapter, quoi. Et tu vois, puis une autre chose aussi qui est en Inde qui est très fréquent, c'est tout très fréquent, qui est normal en fait, c'est la street food. Là, tu vois en bas à gauche de l'image, t'as un type qui vend des choses. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il vend. Ils vendent de la vaisselle, pardon. Alors c'est pas du tout en fait de la bouffe, pardon. On verra après. Donc voilà, t'as des marchands comme ça. Ils vendent de la vaisselle, ils vendent des tasses, des verres, quoi, tout genre de trucs. Et son stand, toi, il est ambulant, il est sur 2 roues de vélo. Donc là, on est presque dans le centre-ville. Là, c'est notre, voilà, on est toujours dans la ville de Ranchi. Donc toi, tu peux vraiment passer dans des zones de quelque chose du genre rural à des zones complètement habitées. Donc là, tu vois, c'est la ville, c'est complètement construit. Et juste derrière, en fait, ces grands bâtiments, tu as des zones qui ressemblent à celle-ci. Donc là, t'as un camion qui vient pour enlever les déchets. Donc les types sont avec des pelles et ils chargent tout ça, quoi. C'est très spécial. Donc là, c'est la période de mousson, d'où la raison d'où le fait qu'il y ait de la flotte comme ça par terre. Et il faut composer avec. Alors moi, il faut savoir qu'en Inde, je circule essentiellement en scooter. Voilà, ça c'est la street food. Donc toi, c'est la nuit, une lampe à l'huile. Et ils vendent un truc typique indien, ce sont des mélanges de céréales, d'épices, etc. que tu manges comme ça dans la poignée. Bon, voilà. Après, évidemment, pour nous Européens, on mange pas de street food, quoi. En Inde, c'est pas fiable du tout. À part quelques exceptions, on peut manger de la cuisine de rue, mais elles sont plutôt rares. Contrairement justement à la Thaïlande, où la cuisine de rue est très très tout à fait safe, quoi, sûr. Voilà, donc là tu as typiquement le genre de marchand de légumes ou marchande de légumes, voilà, auquel je vais acheter mes légumes quotidiennement. Voilà, donc c'est là où tu achètes tes légumes, ça c'est fiable, il n'y a pas de problème. Faut faire attention à quelles eaux ils utilisent, souvent ils utilisent de l'eau pour rafraîchir les légumes, donc faire attention à ça, voilà. Mais sinon, et quand tu es face à tout ce système qui fonctionne complètement différemment, bien tu gères pas ton argent de la même manière que en France, typiquement, alors pour ma part, après pour toi je sais pas comment ça se passe, mais je vais une fois ou 2 fois par mois en grande surface faire l'essentiel, puis après moi je vais acheter mes légumes dans des magasins locaux sur les marchés locaux. Voilà, puis en Inde il y a beaucoup de choses qui sont très très locaux, typiquement. Alors j'ai pas de photos là pour te montrer, j'en ai pas fait des photos comme ça, mais la grande surface en Inde, dans les marchés, les grandes surfaces traditionnelles comme tu les as en France, où tu as un caddie et tu vas faire tes courses. Et il y a un autre système où c'est une boutique où tu ne rentres pas dedans. Tu as une liste de courses. Et tu dis au type, je veux 2 litres de lait, je veux 2 litres de machin, je veux 300 grammes de ça, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et en fait, c'est lui qui va chercher dans sa réserve les courses et te l'amène devant la boutique. Et j'adore ce système-là parce que tu te tiens à l'essentiel, t'es pas tenté par plein de conneries. Et puis c'est celui qui se balade c'est lui qui se balade dans le magasin, quoi. Toi, tu attends un endroit, tu donnes ta liste et il fait le boulot, quoi. Donc c'est en gros la livraison de domicile, mais à façon indienne, quoi.
Voilà, ça c'est la rue encore, voilà. Donc là c'est toujours la même ville, enfin, c'est toujours la même ville. Donc ça te montre vraiment à quel point les villages, les paysages et la manière de fonctionner peut être hétéroclite. Et il y a vraiment ce mix entre cet urbanisme et cette ruralité qui vit en parallèle, quoi. Il y a vraiment ce mélange et tout cohabite, hein, ça qui est assez intéressant. Alors, puis un autre truc qui est intéressant, là on le voit pas sur cette photo, mais en haut à droite tu as un immeuble qui est en cours de construction et j'avais observé avec Bhaskar, donc mon partenaire d'affaires, que le sol en haut était pas plat, voilà. Puis les murs de briques comme ça qui sont pas terminés, donc t'as des cuisines de bouffe, t'as du pressing, t'as les pharmacies qui sont comme ça, voilà, c'est là où on vit, quoi, quotidiennement. Alors tout Ranchi n'est pas comme ça. Ranchi, ça fait 1 million d'habitants. Évidemment, tu as des hôtels de luxe, tu as des hôtels de luxe, des très beaux hôtels d'ailleurs. Tu as des très beaux endroits pour travailler. Voilà, mais tu trouveras pas de bureau ou d'espace coworking comme tu trouves à Marseille, à Paris ou à Lille, quoi. Je sais pas où tu habites, quoi, mais ou même en Tunisie ou au Maroc, tu vas trouver des très beaux espaces très bien finis. Ça n'a rien à voir, quoi. Hein. On peut retrouver ce genre de configuration urbaine comme ça très hétéroclite au Cameroun, au Burkina Faso, au Bénin, dans ce genre de pays typiquement. Là typiquement, voilà, tu vois, c'est un chemin qui mène chez la maison en l'occurrence de Bhaskar, mon partenaire d'affaires. Donc voilà, c'est une petite route toute simple. On est toujours dans Ranchi, donc tu vois, c'est vraiment un mélange hétéroclite. Là, j'ai eu la chance de pouvoir prendre cette vue. Donc, tu vois la ville de Ranchi, voilà. Donc, il y a beaucoup de... Là, comme c'est à la mousson, c'est très vert, mais quand c'est la période sèche, c'est plutôt jaune. Et tu as justement des moments donnés, on le voit sur au milieu, je vais essayer de zoomer. Voilà, tu as des bas dans lesquels c'est plutôt agréable de vivre, mais c'est plutôt entassé. C'est vraiment, c'est très bizarre, en fait. Hein. C'est très, très, très varié. Et vraiment, en tant qu'Européen, tu peux trouver ton bonheur. Hein. Tu peux arriver à trouver des endroits complètement très différents qui peuvent t'aider vraiment à avancer dans ta vie. Quoi. Moi, l'Inde m'a beaucoup aidé. Justement, quand tout ce rapport au temps, tout ton repère change. Tu vois, là, je suis dans une boutique pour acheter des pâtisseries indiennes. Et t'as tout le monde qui te regarde. Voilà. Faut savoir que dans Ranchi, donc c'est 1 million d'habitants et on a à peu près 5 Européens ou 3 Européens à y vivre à l'année et peut-être 20 touristes. Je caricature à peine, hein, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, ils sont toujours contents. Les Indiens ils sont très gentils, les Indiens d'ailleurs. Ils sont très curieux, ils s'intéressent toujours à ce que tu fais, pourquoi t'es là, ils te posent plein de questions. Alors bien sûr, c'est toujours la même question. Des fois, c'est un peu fatigant. C'est pas des questions qui volent bien haut, mais après, si t'as la chance d'aller dans les clubs d'affaires, tu peux vraiment rencontrer des gens super intéressants qui te posent des questions de business, des questions comment aller en France, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes à discuter avec eux. Voilà, toi, ça c'est les photos que je voulais te montrer et donc pour revenir donc au thème donc de la spontanéité, à l'improvisation, il faut savoir qu'en Inde, toi, je fais des contrats avec des compagnies, de très grosses compagnies, avec Toyota ou Renault typiquement. Toi, je les ai comme clients. Je travaille avec des concessions locales. Je les aide à aborder la transformation digitale, donc intégrer des QR codes, à faire des affiches, que quand un client rentre dans leur concession, ils récupèrent leurs emails pour mettre ça dans une mailing list derrière. Quoi. Bref, une stratégie même marketing de base. Quoi. Il y a rien d'extraordinaire, mais ils n'ont pas les outils sur place et je pense que Toyota et Renault ne sont pas encore au point de l'Inde. Oui, ils s'occupent des campagnes internationales au niveau de l'Inde, mais il en faut encore des compétences pour former les types sur place. Donc voilà. Et donc du coup, tu vois, je signe des contrats avec eux. Quoi, je signe des contrats donc oraux. J'ai pas de papier. On fait un papier, on a le plan de route parce que quand même, étant donné que je suis pas parfaitement bilingue et que eux non plus aussi, donc voilà, je fais le plan de route, le plan d'action. Lui, il va être écrit et rédigé en anglais. Et c'est ça qui sert de et de tarification et de voilà. Et sinon tout ce qui est paiement c'est à l'oral, donc ils te payent alors souvent en cash d'ailleurs, hein, il n'y a pas de par chèque parfois, mais c'est plutôt rare. Et tout se fait comme ça. Donc du coup, ton rapport au temps, t'as un client qui dit voilà, je vais vous payer x centaines de milliers de roupies. Donc voilà, faut faire confiance. Et c'est là où justement mon rapport aux humains a été remis en question. J'ai dit ok,
On fait confiance pour ce genre de deal. Voilà, donc je donne un exemple, un deal de 2000 euros, qui est un deal vraiment minime, quoi. Je veux dire, en termes de consulting, etc. C'est des deals minimum, ce sont des prestats minimum, voilà, faut faire confiance. Donc le type il donne un acompte. Et il faut y faire confiance pour qu'il finisse de régler. Donc c'est vraiment une mentalité complètement différente. Et le fait, voilà, tu vois, tout ce bazar là qu'on voit en ville, parce qu'en tant qu'Européens, nous on voit du bazar, on voit du bordel, on voit de la pollution, quand il y a tout ça qui nous saute à la gueule. À côté de ça, il faut retravailler notre rapport à l'humain, comme on lui fait confiance. Donc ça veut dire que c'est là où j'ai vraiment appris à donner 100% de confiance à un individu, et au fur et à mesure que tu le découvres, eh bien si cet individu te donne des éléments de ne pas faire confiance, eh bien tu vas décroître le niveau de confiance que tu lui donnes. Donc par définition, au début tu donnes 100% de confiance, et tant qu'il donne pas de raison de ne pas lui faire confiance, mais tu maintiens le niveau de 100%. Et justement, ton client te donne 25% ou 40% d'acompte, si il commençait à décroître son niveau de confiance, le niveau de confiance que tu lui donnes. À présent, à part 2 ou 3 clients un peu hasardeux, etc., j'ai jamais eu de mauvaise surprise en Inde. Et donc du coup, tu dis, bah oui, effectivement, faire confiance aux humains, ça paye. Et c'est comme ça et c'est vraiment depuis ce moment-là où je ne fais plus de contrat papier signé avec 15 tonnes de papier signé paraphé, machin, en France, hein, d'ailleurs, hein. Et ça simplifie énormément la relation client. Tu dis, ben voilà, on marche sur la base de la confiance. Moi, j'établis un plan de travail. À partir du moment où tu es d'accord avec ça, c'est très bien. Moi, le deuxième apport de confiance que je vais avoir, ben, c'est ton règlement en temps et en heure. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je demande toujours des acomptes en amont de commencer mon travail en France. Et les clients comprennent parfaitement cette démarche-là. Et voilà. Et c'est comme ça vraiment que mon rapport au temps, à l'argent et aux humains a été transformé. Alors bien sûr, je te montrer quelques photos, je peux pas te résumer en 15 minutes, mais ça m'a vraiment aidé. Et donc du coup, tout part de l'humain, hein, c'est vraiment ce que je dis, hein, tout part de la confiance en soi. Parce que pour faire confiance aux autres, il faut avoir confiance en soi. Donc du coup, tu peux faire confiance aux autres. Donc du coup, tu peux apaiser ta relation aux humains, ta relation les dents, être moins agressif par rapport au paiement, typiquement, parce que les Indiens détestent l'agressivité. Donc ça, c'est un truc en tant qu'Européen qu'il faut très très rapidement travailler. C'est très très mal vu ou de trop franchement. Bien, nous ici, si je dis faire, bah tiens, tu feras ça. Si c'est un client, il peut mal le prendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien peser comment on formule les phrases et toujours être accompagné par quelqu'un qui va être là pour tempérer, t'aider à mettre les phrases entre deux qui va convenir. C'est d'ailleurs par exemple pour laquelle j'ai toute une équipe en Inde qui m'aide à travailler pour mes clients en Inde. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Toi, c'est un épisode un peu plus cool, un peu moins construit que d'habitude, mais ça me semblait important de attention. Voilà, lundi, on parlera de plan de bataille. Quel plan de bataille pour développer ton web marketing? C'est un gros épisode qui vient lundi. Vraiment, j'espère pouvoir t'aider à définir ta stratégie pour développer ton business. Si tu as aimé cet épisode, mets un pouce en l'air, ça se passe. Et puis tu peux t'abonner juste aussi, là en bas à droite, tu peux cliquer sur le bouton pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Abonne-toi, partage ça à tes amis si tu penses que ça va être utile à tes amis entrepreneurs pour se développer leur entreprise. Bien sûr, c'est une question, eh bien tu peux la poser dans les commentaires si tu m'écoutes depuis YouTube. Si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, tu peux aller sur biz200.fr pour me poser tes questions. Et moi, je te retrouve lundi pour plus d'aventures, pour accélérer ton entreprise. D'ici là, je te souhaite un très bon week-end. Repose-toi bien. À très vite.